Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là cet après-midi et merci à Romain Bria et Marieke Huizentruid pour leur introduction et pour leur invitation. Je voudrais commencer par vous dire que j'ai eu il y a quelques mois un coup de foudre pour un chercheur, philosophe, sociologue, qui s'appelle Hartmut Rosa, un Allemand. Quelqu'un a déjà entendu parler de Hartmut Rosa ? Quelques mains se lèvent, c'est déjà pas mal. Il est peu connu, il est difficile à lire. Je voudrais parler de Hartmut Rosa en évoquant son concept de résonance à partir de 3 exemples par lesquels il commence ce livre magnifique qu'il a publié il y a quelques années, qui a été traduit en français il y a 2 ou 3 ans, Résonance. Pour faire comprendre ce dont il s'agit, la résonance, c'est le type de rapport que Hartmut Rosa nous encourage à avoir les uns avec les autres et à entretenir avec la nature. Dans mes cours, j'ai interdit à mes étudiants d'utiliser des laptops. Je demande que leur téléphone soit fermé pour créer les conditions de la résonance, c'est-à-dire d'une véritable communication fondée sur l'idée d'un apprentissage des uns par les autres. Et Rosa, pour expliquer ce concept de résonance, prend 3 exemples, 3 couples. Le premier couple est composé de 2 peintres qu'il appelle Vincent et Gustave. Vous y reconnaîtrez peut-être des allusions à Van Gogh et à Courbet. Vincent n'a que très peu de matériel pour peindre. Il a un mauvais pinceau qui perd ses poils et 2 couleurs primaires avec lesquelles il doit improviser, mais il peint avec ce qu'il a. Et il imagine d'autant plus d'étoiles magnifiques qu'il a peu de ressources à sa disposition. Gustave, c'est autre chose. Il va s'équiper des meilleurs tubes de couleurs, il a toute une palette de pinceaux, il choisit avec soin ses toiles. Le problème, c'est qu'il passe tellement de temps à accumuler ce matériel dont il a besoin pour peindre qu'il en oublie de s'intéresser à son art. Deuxième couple, c'est celui de 2 femmes, appelons-les Sophie et Jamila. Et ce sont 2 femmes qui ont la même vie, mais qui vivent leur vie de manière très différente. Sophie, le matin, se réveille et elle est entourée par les cris de ses enfants, et ses enfants l'irritent un petit peu. Le petit déjeuner est une corvée parce qu'il faut prendre soin d'eux, faire les boîtes de pique-nique et les envoyer à l'école. Et puis, elle va au travail, elle retrouve des collègues avec qui elle n'a guère de plaisir à travailler. Elle travaille en équipe, mais elle a l'impression que c'est toujours elle qui fait le travail que l'équipe finalement va faire. Et en fin d'après-midi, elle va jouer au volley-ball. Non pas qu'elle aime ça, mais elle doit faire de l'activité physique pour perdre du poids. Et c'est ce à quoi elle s'entête aussi régulièrement que possible. Jamila a des enfants et elle adore leur rire le matin qui sont pour elle une douce musique. Elle arrive au travail, elle demande des nouvelles des enfants de ses collègues, elle s'intéresse aux études des uns et aux problèmes de varicelle de l'autre, et elle adore partager elle-même ses expériences avec ses collègues au bureau. Et puis elle va jouer au volley, non pas pour perdre du poids, mais parce qu'elle adore l'esprit de compétition qui anime entre amateurs ce jeu de volley, et puis elle a un très bon rapport avec les membres de son équipe. Et Hartmut Rosa prend un 3e exemple. Ce sont 2 frères jumeaux qui ont choisi de faire des choses très différentes. Il y en a un qui, après ses études secondaires, a été faire le tour du monde sac au dos, et puis a fait des études de philosophie et a décidé ensuite de travailler à mi-temps comme instituteur de village pour pouvoir se consacrer à sa passion, la montagne. Son frère jumeau, lui, a fait d'autres choix. À la fin de ses études secondaires, il s'est rapidement inscrit en droit ou en médecine. Il a fait un parcours universitaire assez brillant qui lui permet aujourd'hui d'être, que sais-je, avocat, médecin, peut-être dentiste, bref, une profession relativement certaine qui procure de la sécurité. Pour le premier de ces 2 jumeaux, appelons-le Marc, le monde est un terrain de jeu.
où il prend plaisir à se mouvoir. Pour son frère jumeau, appelons-le Bernard, le monde est hostile, dangereux. Il faut surtout ne pas prendre trop de risques par peur de perdre, finalement, par rapport à d'autres dans une compétition qu'on se livre. Alors, vous avez reconnu dans ces trois couples différentes manières de se rapporter les uns aux autres. Marc, Sandrine, Vincent, n'ont pas peur du monde, ont confiance en eux-mêmes, osent prendre des risques, ont un rapport avec le monde qui n'est pas un rapport simplement instrumental. Ils se laissent émouvoir par le monde et quand ils entretiennent des rapports avec les autres, ils se laissent toucher, émouvoir par les autres, exactement comme quand on tombe amoureux et qu'on perd un petit peu le contrôle de la situation. Exactement comme quand on danse et qu'on ne sait pas vers quelle figure le partenaire va vous amener, mais qu'on se laisse guider, on se laisse orienter par les pas de l'autre, sans que, finalement, le script ait été écrit d'avance et soit entièrement prévisible. Alors, je vais revenir à Hartmut Rosa à la fin de mon intervention, mais retenez simplement que dans le concept de résonance qu'il nous propose, il y a cette idée que l'on peut vivre de différentes manières les vies qu'on a, on peut vivre de différentes manières son rapport au monde et aux autres. On peut certes voir le monde comme une ressource à exploiter et les autres comme des instruments au service de vos propres fins. On peut aussi se laisser émerveiller, se laisser toucher, se laisser émouvoir. On peut tomber amoureux du monde comme des autres. Nous sommes loin d'entretenir des relations de résonance avec le monde et les uns avec les autres. Et en fait, pour l'ONU, j'ai fait un rapport il y a quelques mois qui parlait de l'économie du burn-out. Oui, car nous sommes dans une économie qui produit un taux inédit de dépression, d'anxiété, y compris, et notamment, dans les pays les plus riches. Une des études sur lesquelles j'attire l'attention des gouvernements, dans ces rapports destinés au gouvernement, est une étude de 2020, coordonnée par des chercheuses de Harvard et de MIT, dirigée par Matthew Ridley, qui enseigne l'économie à l'université de Harvard, et qui montrait l'augmentation des taux de dépression et d'anxiété dans les pays riches. Vous voyez que plus on se déplace vers la droite, plus le PIB par personne est élevé, plus on est dans des pays riches, et pourtant, les taux de dépression, d'anxiété augmentent. Alors c'est vrai que ces taux de dépression, d'anxiété dans une même société sont surtout importants parmi les plus pauvres, car il est difficile dans une société riche d'être relativement pauvre. Mais la société en général a des taux de dépression et d'anxiété qui, de manière paradoxale, contre-intuitive sans doute, augmentent à mesure que la richesse moyenne augmente. Pourquoi ? Je pense qu'une première explication, c'est celle de l'augmentation des inégalités. Et vous connaissez peut-être le travail remarquable de Richard Wilkinson et de Kate Pickett, partenaires dans la vie, qui publient en 2009 ensemble cet ouvrage « Why Equality is Better for Everyone ». Et dans cet ouvrage, Pickett et Wilkinson partent d'un graphique qui est celui-ci et qui montre combien les pays qui sont plus riches à mesure qu'on se déplace vers la droite de ce graphique ont une capacité à résoudre les défis qui leur sont posés qui n'augmente pas. Ce graphique ne vous apprend rien. Parce que ce graphique ne montre aucune corrélation significative entre, d'un côté, sur l'axe horizontal, la croissance de la richesse moyenne, de l'autre, sur l'axe vertical, l'index composite qui comprend des dimensions comme la violence, la confiance dans les institutions, le taux d'emprisonnement, les grossesses d'adolescentes, etc. Bref, toute une série de défis sociétaux que les pays plus riches ne sont pas mieux outillés que les pays pauvres, plus pauvres à résoudre. Et ces mêmes pays étudiés
ou classés en fonction de leur taux d'inégalité montrent une corrélation au contraire très étroite. Les pays où les inégalités sont les plus fortes à droite de ce tableau, le Royaume-Uni, le Portugal, les États-Unis, sont les pays où ces problèmes de santé, de bien-être, de violence, de confiance sont les plus importants. La France se situe dans une honnête moyenne. C'est un pays relativement égalitaire, bien que la mobilité sociale, je vais y revenir, y soit faible. Et c'est un pays qui arrive moyennement bien à répondre aux défis qui lui sont posés. Et si on s'intéresse plus précisément à la question de la santé mentale, Kate Pickett et Richard Wilkinson publient en 2010 une étude montrant comment les pays les plus inégalitaires, plus à droite de ce graphique, sont les pays où les problèmes de santé mentale sont les plus importants. Vivre dans une société inégale nous rend malades. Ça stimule l'anxiété de rater, l'anxiété de ne pas réussir. C'est la cause de la dépression quand on ne réussit pas, ou même quand on réussit un peu moins bien que le voisin auquel on se compare. Donc une première explication de cette étude qui montre que les taux de dépression, d'anxiété augmente à mesure que la richesse moyenne augmente, c'est que souvent cette croissance s'accompagne d'une augmentation des inégalités. Et puis, il y a une deuxième question à poser, et c'est celle que posent ces chercheurs et chercheuses de l'université de Tilburg et de Leuven. Johanna Popp-van Deurzen en haut, et puis Erik van Ingen à droite et Wim van Oorschot à gauche, qui ont examiné 23 pays européens avec un sondage portant sur 43 000 personnes, c'est quand même très considérable comme échantillon de la population, et qui ont montré le lien entre les inégalités, c'est sur le graphique de gauche, en se déplaçant de gauche à droite, qu'on voit augmenter les inégalités, et sur l'axe vertical, les problèmes de santé mentale, on revient aux conclusions que j'ai déjà évoquées. Les problèmes de santé mentale augmentent à mesure que les inégalités croissent. Alors à droite, on a les mêmes pays classés par richesse moyenne, PIB par personne. Et là, on se dit, après tout, les pays les moins riches sont ceux où les problèmes de santé mentale sont les plus importants. Mais en réalité, ce que montre ce graphique, c'est que ces pays où les problèmes de santé mentale sont importants, alors que ce sont des pays relativement moins riches que les pays plus à droite sur le graphique, ce sont des pays qui ont subi des mutations importantes liées à la sortie du communisme. Ce sont des pays qui se sont convertis à l'économie de marché avec une privatisation, une mise en concurrence, une insécurité économique causée par cette transition des économies socialistes vers l'économie de marché. Et donc, on peut dire que les problèmes de santé mentale sont surtout importants là où règne l'insécurité économique, là où les gens ont peur de l'avenir. Pas comme Marc, plutôt comme Bernard. Pas comme Sophie, plutôt comme Sandrine. Un auteur, Richard Leite, a tenté de mieux comprendre ces corrélations, et notamment la corrélation entre le bien-être mental et les inégalités. Et il a montré, par des études économétriques dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer, que les deux explications principales à cette corrélation entre l'augmentation des inégalités et la chute de bien-être mental, ou l'augmentation des problèmes de dépression ou d'anxiété, tient à deux facteurs. D'abord, dans les sociétés plus inégalitaires, on a peur du jugement de l'autre. People fear they will be looked down upon. Ils ont peur du regard de l'autre, réprobateur. Et je vais tout à l'heure évoquer la question de la méritocratie. Dans les sociétés méritocratiques, le paradoxe est que quand on échoue, on se le reproche, d'autant plus qu'on est proche d'une méritocratie plus pure. Donc les gens dans des sociétés inégales, où les écarts de revenus sont importants, ont l'impression d'être constamment menacés de déclassement social et du jugement d'autrui que cela va amener sur eux.
Et puis, deuxième explication, c'est que dans les sociétés inégales, on a moins de confiance les uns dans les autres, on a moins de confiance dans les institutions, on a ce qu'on appelle un capital social plus faible, c'est-à-dire qu'on a moins de personnes vers lesquelles se tourner en cas de crise, de réseaux sur lesquels se reposer. Les gens sont moins solidaires les uns des autres. Ces conclusions me semblent corroborées par le travail récent de Anne Keyes et Angus Deaton. Angus Deaton est un grand économiste, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la santé publique. Anne Keyes, sa partenaire dans la vie, est également co-autrice avec lui d'un livre qui s'appelle Deaths from Despair. Vous connaissez ce livre, Mort de désespoir et l'avenir du capitalisme en sous-titre. Et Angus Deaton et Anne Keyes ont été intrigués par des données montrant que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis une vingtaine d'années, l'espérance de vie chute dans un pays riche, en dehors des périodes de guerre ou d'épidémie. Ce sont les États-Unis, et c'est notamment parmi les Blancs aux États-Unis. Voilà, vous avez ici le graphique qui les a intrigués. Le nombre de décès par 100 000 personnes aux âges de 50 à 54 ans a augmenté pour cette catégorie de la population américaine. Étonnant. Et ce que montrent Angus Deaton et Anne Keyes, c'est que c'est un phénomène qui concerne les Blancs aux États-Unis, c'est cela que désigne la ligne US White sur ce graphique, alors que dans les autres pays, sur une échelle de temps qui porte sur 25 ou 30 ans, on a, en général, grâce au progrès de la médecine en particulier, grâce au renforcement de la protection sociale, on a une espérance de vie qui est plutôt améliorée. Mais cette augmentation de la mortalité, elle est due à l'usage de drogue, d'alcool et au suicide. En fait, on a aux États-Unis une partie de la population qui se sent déclassée, qui recourt à des comportements qui sont autodestructeurs. On boit de l'alcool, on consomme des drogues, notamment des opioïdes antidouleurs addictifs, et on se suicide parce qu'on n'a pas l'impression qu'on sert encore à quelque chose. On se sent redondant, menacé de déclassement, notamment quand on est un blanc avec des faibles diplômes, j'y reviendrai, et vous voyez que cohorte de génération après cohorte, l'espérance de vie diminue et le nombre de morts par 100 000 habitants liés à l'usage de drogue, d'alcool ou de suicide augmente. Ceci menace notamment les hommes, et notamment les hommes qui n'ont pas de diplôme universitaire, dont le meilleur diplôme est un diplôme d'études secondaires. Pourquoi ? Parce que ces hommes blancs sans diplôme universitaire, sont menacés par la mondialisation des chaînes d'approvisionnement qui menacent leur entreprise de délocaliser et donc rend précaire leur job. Ce sont des gens qui voient leur job menacé par l'automatisation, et ce phénomène est renforcé par l'intelligence artificielle. Bref, ce sont des gens qui se sentent surnuméraires dans une économie numérique qui tolère de moins en moins que les gens ne soient pas hyper compétents et capables finalement de réussir dans l'environnement caractérisé par la mondialisation et l'automatisation des tâches. Alors, vous noterez que ce sont les hommes blancs, encore plus que les femmes sans diplôme, qui sont menacés de cela. Et ceci concerne les hommes blancs beaucoup plus que les hispaniques, beaucoup plus que les noirs américains, pour des raisons que Angus Deaton et Anne Keyes ne comprennent pas. Je pense, pour ma part, pour avoir vécu pas mal d'années aux États-Unis, qu'une des explications peut être que les Blancs, surtout sans diplôme, ont beaucoup moins de vie communautaire, ont beaucoup moins d'activités avec la communauté qui les entoure, ont beaucoup moins de réseaux de solidarité sur lesquels prendre appui,
alors que dans les minorités ethniques, que sont les latinos ou les afro-américains, on a au contraire bien davantage de liens communautaires que l'on peut entretenir. Et d'ailleurs, en 2000, ce sociologue de l'université de Harvard, Robert Putnam, publie cet ouvrage magnifique, Bowling Alone. Qui a lu Bowling Alone? C'est une très belle enquête sur l'individualisation de la vie aux États-Unis. La perte de sens communautaire. Le titre l'indique bien, le sous-titre aussi d'ailleurs, The Collapse and Revival of American Community. Que fait Putnam? Putnam étudie au cours des années 80 et 90, à travers toute une série d'indicateurs, un phénomène qu'il appelle l'individualisation ou la privatisation des existences. Les gens s'invitent moins entre voisins, les gens militent moins dans les ONG, les syndicats, les partis politiques, les gens vont moins manifester le dimanche contre des politiques qui leur déplaisent. Bref, les gens sont repliés sur la quête du bonheur privé et oublient de s'investir dans le collectif. Et Putnam montre cela. Il montre que ce sous-investissement dans le collectif et ce repli sur le privé est lié à au moins 4 phénomènes qu'il met en avant. 1, la place du travail. Les gens aux États-Unis travaillent un grand nombre d'heures et même quand ils ne travaillent pas, comme ils ont peur de ne pas être performants, compétitifs, ils utilisent leur loisir à se préparer mieux pour le travail. Le travail accapare beaucoup de leur énergie mentale et physique. Deuxièmement, c'est l'organisation de l'espace. Les espaces urbains aux États-Unis sont très étalés. La distance qu'on a à franchir tous les jours de son domicile à l'école de ses enfants, au lieu de son travail, au lieu où on va faire ses courses dans les grands shopping malls en périphérie des grandes villes, au lieu où on va faire du sport par exemple, ces distances sont toujours plus grandes et en fait ont annulé complètement par le temps qu'on passe dans les embouteillages les bénéfices que l'on tire de la généralisation de la voiture individuelle. D'ailleurs, Putnam donne un petit calcul, il dit pour 10 minutes supplémentaires par jour qu'on passe dans les embouteillages, dans le trafic, on a 10% de moins de temps à investir dans les activités communautaires. Donc faites le compte, au bout d'1h40 d'embouteillage quotidien ou de navette quotidienne, vous n'avez plus de temps à consacrer aux activités communautaires. Et c'est ce qu'il montre par des études quantitatives très poussées. Putnam met en avant aussi le rôle important de la télévision. Aujourd'hui, on dirait des écrans qui, bien qu'ils permettent de rejoindre des communautés virtuelles, nous ponctionnent beaucoup d'attention et d'énergie et de temps et nous empêchent de faire des collectifs avec les autres. Et puis, Putnam nous fait remarquer que les jeunes arrivés à l'âge adulte dans les années 80-90, c'est mon cas, moi j'ai fini mes études de droit en 1990, ont vu échouer les combats de leurs aînés pour une société différente, des combats pour les droits civiques, pour la sortie du capitalisme ou pour l'environnement, qui en fait ont échoué. Et ces jeunes en ont tiré les conclusions en se retirant de l'investissement dans le collectif. C'est ce que Putnam appelle l'explication générationnelle, qui explique selon lui qu'en 2000, moment où il publie son livre, on est à la pointe, à la crête d'un repli individualiste. Je crois pour ma part que les jeunes aujourd'hui, et vous en êtes, se réinvestissent dans des collectifs différents. Certes, vous n'allez pas militer nombreuses dans les partis politiques, dans les syndicats et même dans les ONG traditionnelles, mais l'économie sociale et solidaire, les tentatives de reterritorialisation de l'économie et l'investissement dans des collectifs de proximité, c'est malgré tout quelque chose que cette génération demande et qu'elle fait. J'ai beaucoup d'espoir en cette génération pour que ce narratif soit finalement, qu'on en revienne, si vous voulez, à une société moins individualiste, et je reviendrai sur cette question. Alors,
J'ai évoqué la montée des inégalités comme une explication possible de l'augmentation de la dépression, de l'anxiété, de ce que j'appelle l'économie du burn-out. Une autre explication, c'est ce que j'appelle la contre-productivité de la croissance. Cette notion de contre-productivité, je l'emprunte à Ivan Illich, un des fondateurs de l'écologie politique dans les années 1970. Et je voudrais partir, pour expliquer ce concept, du travail de cet économiste formidable et trop tôt disparu, Fred Hersch. Fred Hersch publie en 1976 « The Social Limits to Growth », ce qui était un clin d'œil au rapport de Donella et Dennis Meadows, commandé par le Club de Rome à des chercheurs et chercheuses du MIT, « The Limits of Growth », 1972. Et dans « The Social Limits to Growth », Fred Hersch fait remarquer que la croissance va nécessairement nous décevoir. Pourquoi? Parce qu'à mesure qu'une société voit croître l'économie, voit augmenter la richesse disponible, davantage de biens de consommation seront des biens de type positionnel. C'est quoi des biens positionnels? Ce sont des biens qui sont surtout intéressants parce qu'ils permettent de se classer par rapport à d'autres, de se positionner par rapport à d'autres. Et typiquement, c'est vrai des diplômes. Quand moi je suis sorti de mes études en 1990, beaucoup avaient des masters de droit. Très rares étaient celles et ceux qui avaient des masters spécialisés, et a fortiori des masters obtenus dans des universités américaines prestigieuses. Donc ça permettait de se classer que d'avoir un tel diplôme complémentaire. Aujourd'hui, j'écris chaque année peut-être 200 lettres de recommandation pour des étudiants et étudiantes qui seront nombreux à obtenir ce master complémentaire. Et ce n'est pas que le travail qu'ils vont faire va exiger d'eux des talents plus extraordinaires. Ce n'est pas qu'ils auront besoin de ces compétences plus affinées. C'est simplement que dans la course au diplôme, il faut toujours plus de diplômes pour se classer par rapport aux autres. Le diplôme est par excellence un bien positionnel. Il y en a beaucoup d'autres. Et ce que nous dit Fred Hersch, c'est que dans une société riche, il écrit, je le rappelle, en 1976, au terme de 30 années de forte croissance aux États-Unis, dans une société riche, de plus en plus des biens que nous consommons ne sont intéressants que parce qu'ils permettent de nous distinguer par rapport aux autres. Et dès lors qu'ils se démocratisent ces biens, dès lors que tout le monde a accès à ces biens ne nous donnent pas la satisfaction qu'on attend d'eux. La voiture est un bon exemple. Dans les années 60, la voiture était source d'émancipation, de liberté, et permettait de se distinguer des autres. La voiture, aujourd'hui, est source d'embouteillage, de pollution urbaine. Elle est de plus en plus honteuse quand on possède une voiture, surtout une grosse cylindrée dans les villes, et elle ne permet certainement plus de se classer par rapport à ses voisins ou à sa belle famille. Et donc, ce que nous dit Fred Hersch, c'est qu'au fond, nous assistons à un croisement de courbes. À vrai dire, cette manière de présenter les choses vient d'un ancien cadre de la Banque mondiale, Herman Daly, qui est un des fondateurs de l'écologie économique, ou de l'économie écologique, excusez-moi, et qui montre ces deux courbes qui sont simplement des manières de faire comprendre son message. À mesure que l'on augmente la richesse, les impacts environnementaux sont plus importants. On brûle peu à peu le capital naturel dont nous disposons. Et vous connaissez évidemment les 9 limites planétaires dont 7 aujourd'hui sont considérées comme ayant été franchies. Et à mesure qu'une société devient plus riche, l'utilité marginale, le plaisir qu'on retire d'une consommation supplémentaire se réduit. Moi, j'adore le vélo. J'ai un vélo. En avoir un deuxième, c'est pas mal parce que parfois le vélo est à réparer. On est bien avoir un deuxième à sa disposition si jamais il faut mettre le premier à réparer. Mais avoir un troisième a beaucoup moins d'utilité, un quatrième n'a plus de sens. Et à mesure qu'on accumule, le plaisir de l'unité supplémentaire de consommation diminue. Le gain qu'on en tire diminue. Et finalement, vient un moment où les courbes se croisent, où les effets négatifs de la croissance l'emportent sur les effets positifs. C'est ce qu'on appelle la contre-productivité de la croissance. Je viens de faire, en juillet 2024, un rapport aux Nations Unies sur
Comment éradiquer la pauvreté sans croissance, où j'essaye de montrer que la croissance, en fait, ne sert plus l'objectif d'amélioration du bien-être et qu'il faut travailler sur d'autres choses, notamment la réduction des inégalités et un autre rapport aux écosystèmes pour améliorer le bien-être. Alors, les intuitions de Fred Hersch ont été confirmées à la même époque par un autre économiste totalement méconnu, quant à lui, Tibor Skytowski, un professeur de Stanford, qui publie en 1974 cet ouvrage magnifique que je recommande à toutes celles et tous ceux d'entre vous qui se destinent à l'économie de lire. The Psychology of Human Satisfaction, l'économie sans joie, The Joyless Economy. Tibor Skytowski est le premier économiste, si je mets de côté William Jevons à la fin du 19e siècle, mais qui était vraiment une exception, mais pratiquement le premier économiste à s'interroger sur la psychologie de la satisfaction de nos besoins, ce qu'on appellerait aujourd'hui, si vous voulez, les neurotransmetteurs du plaisir. C'est ainsi que parlent aujourd'hui les neuroscientifiques. Et le bouquin de Tibor Skytowski part d'une distinction qui me paraît importante à rappeler entre le confort et le plaisir. Le confort, c'est quand on n'a pas de besoins non satisfaits. On n'a pas faim, on n'a pas soif, la température est bonne, on est protégé du soleil, tout va bien, et on s'ennuie. On s'ennuie. Le confort qui n'amène pas de changement, finalement, on s'en lasse très vite. C'est comme quand on est pendant des heures à 120 km/h sur l'autoroute. C'est très ennuyeux, en fait. Par contre, quand on est à 30 km/h dans une agglomération et que tout d'un coup, on peut pousser sur le champignon et monter à 120 parce qu'on arrive sur l'autoroute, ça, c'est un shot de dopamine et on a du plaisir. Ce n'est pas le confort. Ce que montre Tibor Skytowski, c'est qu'en réalité, c'est le plaisir que nous recherchons. Nous cherchons à échapper à l'ennui. Si je me rappelle bien, la première phrase de son bouquin, c'est « The main problem of today is boredom ». L'ennui. L'ennui est ce qui nous menace. Les gens ne savent pas que faire quand tout leur confort est présent. Si vous voulez. Ils s'ennuient très vite. Donc, ils cherchent des nouvelles sources d'excitation. Ils veulent le dernier modèle d'iPhone, ils veulent la voiture qui est un peu au-dessus dans la gamme, ils veulent tester des nouvelles expériences et ils vont à Bali faire du yoga pour se reposer du travail parce que c'est la seule manière de vraiment trouver ce kick que donnent les expériences nouvelles qu'on peut traverser. On recherche du plaisir. Et si la croissance crée une influence, satisfait des besoins, mais ne donne pas en permanence cette nouveauté à laquelle on aspire, on va très vite s'ennuyer. Alors, Tibor Skytowski n'était pas un neuroscientifique, mais Robert Lustig, qui a travaillé beaucoup sur l'addiction au sucre, c'est ainsi que je l'ai rencontré il y a quelques années, a fait maintenant un livre intitulé « The Hacking of the American Mind », où il montre exactement ça, c'est que les neurosciences nous montrent que le neurotransmetteur du plaisir, qui déclenche ce qu'on appelle en termes un peu communs le circuit de la récompense, la dopamine, est activé en permanence quand on a des expériences nouvelles, mais plus la dopamine est activée, et moins le neurotransmetteur du bonheur, la sérotonine, peut fonctionner. Pour dire les choses de manière un peu brutale, ce que montre Robert Lustig, c'est que plus nous recherchons une excitation permanente, plus nous recherchons des expériences nouvelles, plus nous cherchons à échapper à l'ennui de nos existences, et moins nous sommes doués pour le bonheur. Pour simplement s'arrêter et prendre conscience du fait qu'en réalité, nous sommes dans une société qui parvient à satisfaire l'essentiel des besoins et où il y a plein de rêves à faire et de choses à imaginer. Alors, ces auteurs que je viens d'évoquer, Tibor Skytowski, Fred Hersch, le rapport du MIT de 1972, ce sont des critiques au début des années 70 de la croissance. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ces critiques commençaient à être audibles
par le monde politique au moment même où la croissance est devenue indispensable. Parce qu'avec la crise économique déclenchée par l'augmentation des prix de l'énergie en 1973, tout d'un coup, les entreprises en grand nombre ont dû fermer ou se restructurer. Le chômage de masse a pris par surprise les gouvernements. Les déficits publics ont augmenté parce que moins de personnes contribuaient à l'impôt et il y avait plus de chômeurs et de chômeuses à compenser par des allocations de chômage. Et donc, il fallait de la croissance pour des raisons macroéconomiques parce que la dette publique devait être remboursée et parce qu'il fallait créer de l'emploi. Et donc, c'est au moment même où on se rend compte des limites environnementales et sociales de la croissance que la croissance devient indispensable à notre trajectoire sociétale et on n'est pas sorti de cela. Depuis maintenant 40 ans, on reste prisonnier de cette quête infinie de croissance qui pourtant nous rend malades et crée ces phénomènes de burn-out que j'évoquais. Alors, j'ai évoqué les inégalités, j'ai évoqué aussi la contre-productivité de la croissance. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur la méritocratie et la place que la méritocratie joue dans nos sociétés. Et je vais vous parler un peu de vous. La méritocratie, c'est évidemment, pendant des années, une valeur qui a été connotée très positivement. Après tout, en France, on est sorti de l'Ancien Régime, un régime d'ordre, avec, vous vous rappelez, la noblesse, le clergé, le tiers-état, un régime de caste. Et évidemment, récompenser les gens en fonction de leur mérite, c'est-à-dire d'une combinaison de leur talent inné et de leur travail, de leurs efforts, c'était quelque chose de positif. Cet anthropologue, Louis Dumont, publie d'abord un livre sur les castes en Inde, Homo hierarchicus. En Inde, en fonction de circonstances de sa naissance, son destin est fixé par le système des castes, à l'époque où il écrit. Et puis il a écrit un livre, Homo equalis, genèse et épanouissement de l'idéologie économique, où il montre que dans les sociétés de marché, il en va tout autrement. Dans les sociétés de marché, les gens se classent en fonction de leur mérite. C'est des sociétés individualistes plutôt que holistes. Et si vous lisez la Déclaration universelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous verrez un article 6 qui dit que les emplois publics sont accessibles à tous, ils utilisaient encore un langage genré, et ne seront attribués qu'en fonction des talents et des efforts, des talents et des vertus. C'est ça en fait. C'est en fait ça, c'est le talent et l'effort. C'est ça la méritocratie. Donc c'est connoté très positivement. Mais dans les années 50, des critiques ont commencé à se faire jour. La première vient de Hannah Arendt, que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, dans La crise de la culture, elle évoque cela. Et le critique le plus, audible est Michael Young, qui publie en 1958 cet ouvrage, The Rise of the Meritocracy, qui est en fait un roman dystopique, qui imagine une société où tous les postes dans l'économie, dans la politique, sont attribués en fonction du mérite, une méritocratie pure, si vous voulez. Et le roman, en fait, part de l'année 2034, donc c'est une sorte de grand flashback qu'il propose. En 2034, les populistes se sont révoltés contre les méritocrates parce que le monopole du pouvoir économique et politique par une petite caste de personnes considérées comme méritantes, les méritocrates, était devenu intolérable. Pourquoi est-ce que Michael Young écrit cela en 1958 ? Eh bien parce qu'en 1944, avec une législation qui s'appelle le Butler Act, le Royaume-Uni avait mis sur pied un système méritocratique, d'ailleurs sous un gouvernement Labour, un gouvernement travailliste. Le système était le suivant. À l'âge de 11 ans, on faisait passer des tests d'intelligence aux enfants. Des tests de QI, si vous voulez. Et en fonction des résultats de ce test, on les classait dans différentes écoles. Les écoles d'élite, les grammar schools, donnaient un enseignement littéraire, latin, grec, philosophie, bref, c'était l'élite politique. C'était un peu l'équivalent de Sciences Po ou de l'ENA. Et puis, il y avait
les écoles, alors qui s'appelaient technical schools, je crois que c'est ça la terminologie qui était utilisée, qui formaient aux mathématiques, à la chimie, à la physique, à l'économie, etc. Deuxième, si vous voulez, deuxième couche de l'élite. Et puis il y avait tous les autres. 80% des enfants étaient dans les écoles publiques dites normales. Et on savait à l'âge de 11 ans quel serait le destin des enfants en fonction de l'enseignement qu'ils allaient suivre pendant leurs études secondaires. Et Michael Young trouve ça incroyable que le sort de l'enfant se joue dès ce plus jeune âge. Et il écrit donc ce roman dystopique pour critiquer le fait que l'on aille vers une société où les gens qui, à l'âge de 11 ans, ne sont pas considérés comme aptes, sont voués à l'échec. Alors, je voudrais proposer 7 thèses sur le mérite. Cette critique. La première critique est la plus classique et la plus facile. Elle consiste à dire, très simplement, une société qui attribue des places selon le mérite est une société qui, en fait, ne crée pas une véritable égalité des chances parce que l'on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Et oui, c'est vrai que dans nos sociétés contemporaines, et la France est un exemple de cela, le capital économique, culturel et social est de plus en plus entre les mains des mêmes personnes. C'est-à-dire que les familles qui ont un patrimoine important et où les parents gagnent des revenus importants sont aussi les familles qui ont des réseaux sociaux permettant d'avoir un premier job, une offre de stage et de pouvoir être inspiré par des exemples autour de soi. On appelle ça le capital social, selon la terminologie de Pierre Bourdieu. Et c'est aussi les familles où le capital culturel est le plus élevé. C'est des gosses qui ont été au musée, c'est des gosses à qui on a incité à lire, etc., qu'on a encouragé dans leurs études. Et donc, cette méritocratie, si on y prend garde, risque de déboucher sur une nouvelle société de caste. Alors la réponse à cela, évidemment, c'est de créer une véritable égalité des chances, c'est-à-dire de s'assurer que toutes les familles puissent avoir accès à des réseaux sociaux, que les enfants issus de tous les milieux puissent avoir accès à la culture pour, au fond, créer une méritocratie plus pure. Ça, c'est la réponse à la première critique. Mais il y a une deuxième critique qui, elle, est plus radicale et qui consiste à dire que plus une société se rapproche d'une méritocratie pure, plus, et c'est cela, pardonnez-moi, je vais passer là-dessus parce que je manque de temps, plus on se rapproche d'une méritocratie pure, et plus celles et ceux qui sont en échec, qui n'ont pas réussi, en dépit des dispositifs qui ont été mis sur pied pour créer une véritable égalité des chances, se le verront reprocher. Quant à celles et ceux qui réussissent, eh bien, ils se sentiront légitimes dans leur rôle de leader, de dominant, parce que la société, ayant créé les conditions d'une égalité des chances, eh bien, ils ne doivent qu'à leur propre talent et à leur propre effort le fait d'être des méritocrates. Et c'est ça la critique que formule le professeur de philosophie politique de Harvard, Michael Sandel, dans cet ouvrage « The Tyranny of Merit, What's Become of the Common Good », qui formule cette critique. C'est un peu un paradoxe, c'est que plus une société se rapproche de la méritocratie pure, plus les impacts pour les perdants d'une telle société sont importants parce qu'ils se reprochent de n'avoir pas réussi. C'est d'autant plus stigmatisant de ne pas réussir que les chances, en principe, de réussir étaient égales pour tous et pour toutes. Alors, une troisième critique du mérite, c'est que les dispositifs qui la mettent sur pied, en fait, renforcent les inégalités parce que c'est en fonction des performances passées qu'on va anticiper les performances futures. On a des très bonnes notes, par exemple,
au collège ou au lycée, cela permet d'avoir accès aux meilleures classes préparatoires et cela permet d'avoir accès ensuite aux institutions qui donnent les diplômes les plus prestigieux. En d'autres mots, plus on a eu de la chance au début, plus on aura de la chance tout au long de son parcours. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est régressif. Pourquoi, après tout, ne pas donner les meilleures places dans les classes de prépa ou l'accès aux diplômes les plus prestigieux à celles et ceux qui, précisément parce qu'ils ont eu moins de chance dans la vie, ont des parcours atypiques et ont peut-être des performances scolaires moins excellentes. Et en effet, la quatrième critique qu'on peut faire au mérite, c'est que les parcours atypiques sont des parcours qui sont peu valorisables dans une société qui a une conception très figée et scolaire du mérite. J'ai travaillé pas mal avec ATD Quart Monde et on a fait notamment ce film « Ne dis pas d'où tu viens » où nous interagissons avec toute une série de personnes en grande pauvreté qui montrent que dans les domaines de l'emploi, du logement, de la santé ou de l'école, le fait d'être pauvre est un handicap majeur, notamment parce qu'on subit des discriminations liées au fait qu'on n'a pas les codes, qu'on ne maîtrise pas bien la langue, qu'on ne présente pas bien, qu'on n'a pas une belle denture. Et le titre du film, « Ne dis pas d'où tu viens », c'est le titre d'un des protagonistes de ce petit film documentaire qui me disait « Moi, quand je postule à un emploi, je ne veux surtout pas révéler mon adresse, parce que s'ils savent d'où je viens, eh bien finalement, mon origine populaire va se trouver découverte, trahie, et ce monsieur vivait dans la terreur qu'on sache qu'il est pauvre. Il vivait dans un endroit mal desservi par les transports publics. Il craignait que si l'employeur découvre son adresse, l'employeur n'allait pas croire qu'il serait disponible pour travailler, parce qu'il y a 3 bus par jour, que sais-je, et que le quartier a très mauvaise réputation. Donc il me disait, moi j'essaye de masquer mon origine. Et donc le fait d'être pauvre est un handicap en tant que tel, et d'ailleurs réduit les chances de mobilité sociale, mais je n'ai pas la possibilité de vraiment m'attarder là-dessus. 5e critique, c'est que le mérite, comme critère d'attribution des places, non seulement n'est pas favorable aux personnes qui échouent, qui n'arrivent pas à obtenir ces places parce qu'elles ne sont pas considérées comme assez méritantes, mais pour celles et ceux qui réussissent, est aussi extrêmement problématique, parce que ce mérite est le résultat d'un investissement important dans le capital humain, et que pour rentabiliser ce capital, on se force à des existences qui épuisent. C'est la critique que fait Daniel Markovits, un professeur à la faculté de droit de l'université de Yale, dans cet ouvrage de Meritocracy Trap, où il décrit de manière saisissante comment les enfants de l'élite aux États-Unis, qui ont fait les parcours de Ivy League à Harvard, à Yale, à Stanford ou au MIT, qui monopolisent les postes d'influence dans l'économie américaine et dans la politique, en fait, mènent des existences qui les épuisent, qui réduisent à peau de chagrin leur vie familiale et leur capacité d'investissement dans des causes collectives. Et il décrit ces gagnants de la méritocratie comme finalement soumis à une forme perverse d'esclavage. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Régime, l'aristocrate qui avait des terres, le grand propriétaire foncier, ces terres, il pouvait les louer à des fermiers qui lui payaient un loyer modeste ou une partie de la récolte en compensation, et l'aristocrate pouvait vaquer à ses occupations, il pouvait avoir une vie de loisirs. Thorsten Veblen, en 1899, vous le savez, publie d'ailleurs un livre de leisure class, The Theory of the Leisure Class, qui décrit cela. Mais aujourd'hui, les gens qui travaillent chez Goldman Sachs ou dans les grands cabinets d'avocats que je connais un peu comme juriste, ou qui travaillent dans des grandes banques d'investissement,
Ce n'est pas comme les aristocrates oisifs d'Ancien Régime. Ce sont des gens qui s'épuisent au travail parce que le capital dont ils disposent n'est rentabilisé que par un surinvestissement dans le travail. Et donc ce que dit Markowitz, qui lui-même est un pur produit de la méritocratie, c'est que la méritocratie non seulement est problématique pour celles et ceux qui échouent, mais elle est problématique aussi pour celles et ceux qui réussissent. Et il dit au fond, de plus en plus, la société se distingue entre ceux et celles qui ont des gloomy jobs, des jobs précaires, mal payés, peu valorisés, et celles et ceux qui ont des glossy jobs. Les glossy jobs, ce sont celles et ceux qui ont des jobs qui sonnent bien, qui sont très bien payés, mais qui, en fait, rendent malheureux et qui donnent le sentiment d'inutilité. En fait, ce n'est pas nouveau. Max Weber, dans son ouvrage le plus important, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, publié, vous le savez, en 1905, la version française est une traduction de la version de 1920, nous parle déjà de cela. Max Weber nous parle d'une cage dans laquelle le capitalisme nous a enfermés parce que nous sommes tous en quête de performance, de compétitivité, et on doit constamment se remettre en question, constamment être plus performant, plus compétitif. Pourquoi ? Parce que d'autres vont sinon vous doubler, prendre votre place. Et pour rester dans la course, pour demeurer aussi performant et compétitif qu'il le faudrait, on est obligé finalement de sacrifier toute sa vie en permanence à améliorer sa performance. Max Weber appelle ça l'ascèse intramondaine. Il fait la comparaison avec l'existence des moines qui consacrent toute leur vie à Dieu. Eh bien, l'entrepreneur capitaliste consacre toute sa vie au travail dans une même forme d'ascèse et de sacrifice de soi. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que la sculpture de gauche illustre bien le message principal de Max Weber. Vous savez, Max Weber, il fait partir le début du capitalisme de cette anecdote. C'est un fils de marchand de toile, de textile, qui, au lieu de faire comme son père, qui avait ses fournisseurs, qui avait ses clients, et qui payait les fournisseurs et facturait aux clients au prix qui était toujours convenu, qui ne changeait pas. Tout d'un coup, ce fils se dit « Mais je vais payer mes fournisseurs un peu mieux pour que les fournisseurs qui fournissent mon concurrent me fournissent moi. Je vais facturer mes clients un peu moins cher pour attirer davantage de clients. » Il suffit d'une personne qui fasse cela et tous les autres sont obligés de s'aligner. Tous les marchands de tissus par la suite vont devoir payer les fournisseurs mieux, vont devoir écouler leurs produits un peu moins chers aux clients, sinon, c'est très simple, ils sont obligés de fermer boutique. Et donc, ce fils de marchand de tissus déclenche un mouvement qui enferme chacun et chacune dans un cosmos économique, l'expression de Max Weber, qui finalement est autodestructeur. Sixième critique, c'est que le mérite, comme critère prédominant, voire exclusif d'attribution des places, conduit à ce que les salaires ne correspondent pas à l'utilité sociale. Alors là, j'entre dans un territoire évidemment un peu délicat, mais une étude de la New Economics Foundation, un think tank progressiste de Londres, a tenté, donc l'étude s'appelle A Bit Rich, Calculating the Real Value to Society of Different Professions, a tenté de calculer la différence entre les salaires que les gens perçoivent et l'utilité sociale des métiers, les externalités positives ou négatives, si vous voulez, de ce qu'ils font comme tâche. Je prends l'exemple peut-être le plus frappant, les conseillers fiscaux, cinquième profession sur cette slide que vous avez sous les yeux, les conseillers fiscaux qui, au fond, sont des gens qui connaissent très très bien le code des impôts et qui conseillent leurs clients quant aux tactiques d'évitement de l'impôt et d'optimisation fiscale, eh bien, coûtent cher à la société parce qu'ils permettent aux plus riches de payer le moins d'impôts possible. Ce sont les plus riches qui peuvent se permettre les services de conseillers fiscaux. Et ils sont très bien payés, ces conseillers fiscaux. Et donc, pour chaque livre sterling
que l'on paye un conseil fiscal, selon les calculs de la New Economics Foundation, la société perd 47 livres sterling. De même pour les banquiers, de même pour les publicitaires, de même pour les traders en bourse, leurs salaires sont élevés, mais la désutilité sociale, les externalités négatives pour la société de leur job sont considérables et ce sont des calculs que propose la New Economics Foundation. Par contre, le travail des puériculteurs ou des puéricultrices qui s'occupent des enfants maternels, le travail des techniciennes de surface qui viennent nettoyer les bureaux entre 5 et 7 heures du matin, ou qui nettoient les hôpitaux pour éviter qu'ils ne contaminent des patients, ce travail-là a des externalités positives très considérables. Et là encore, la New Economics Foundation fournit des estimations en comparant les salaires relativement faibles de ces personnes que je viens de citer avec les bénéfices que la société tire de leur labeur. L'OIT a publié, après la crise de Covid-19, une étude, la valeur du travail essentiel, montrant que les jobs essentiels, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'alimentation, étaient en moyenne payés 25% de moins, en tenant compte des compétences, des diplômes, etc., que les jobs moins essentiels. Cela aurait dû nous alerter, mais en réalité, les choses n'ont guère changé depuis. Alors pourquoi cet écart entre les salaires et l'utilité sociale des métiers? J'ai fait un rapport là-dessus pour les Nations Unies où je mets en avant 3 explications, puis j'en cite une 4e un peu à titre de clin d'œil. La première explication, c'est que les salaires aujourd'hui essentiellement dépendent de ce que les clients sont prêts à payer. Le banquier qui fait des crédits à des particuliers qui veulent acheter une maison ou à une entreprise qui veut investir est quelqu'un de bien payé. Et il est bien payé pourquoi? Parce que les clients auxquels il a affaire sont des gens qui peuvent bien payer. Et c'est encore plus vrai des banquiers privés qui gèrent des portefeuilles de titres importants dont les clients sont riches. Les traders en bourse sont très bien payés. Or, le travail qu'ils font, très honnêtement, pourrait être fait avec autant d'efficacité. Cela a été montré souvent par des ordinateurs qui misent au hasard sur les actions du CAC 40. Mais ils sont très bien payés parce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer beaucoup pour leurs services. Par contre, l'infirmière, l'instituteur ou l'institutrice, l'assistant social ou l'assistante sociale, dont les clients, entre guillemets, sont des ménages en pauvreté, sont mal payés. Pourquoi? Parce que le public auquel ils s'adressent n'a pas les moyens de les rémunérer mieux. Et pourtant, croyez-moi, j'ai 3 enfants, pour moi, la qualité de l'accompagnement dont ils bénéficient à l'école par des instituteurs, des professeurs dévoués, est au moins aussi important que la qualité des conseils que peut donner un conseiller fiscal. Donc le salaire tient compte de la demande et il ne tient pas compte des besoins sociaux. Deuxièmement, et ça c'est l'explication que donne David Graeber dans Bullshit Jobs, pas mal de jobs sont bien payés, voire très bien payés, pour compenser l'ennui qu'on y ressent ou le sentiment de culpabilité qui vous hante quand on a ces boulots. Mon beau-frère est un cadre très très supérieur chez Total Energy, il est très bien payé. Je soupçonne qu'une partie de ce salaire vient du fait qu'on compense par là la mauvaise réputation de cette boîte auprès de celles et ceux qui veulent s'investir dans le développement durable. Troisième explication, c'est que parmi les travailleurs et travailleuses précarisés, avec une faible qualité de diplôme, voire pas de diplôme du tout, avec des parcours atypiques, accidentés, etc., le pouvoir de négociation est faible dans une société où le statut du salarié ou de la salariée a été peu à peu détricoté et où on est dans une société qui n'est même plus du salariat exploité, mais du précariat
de gens qui passent de petits jobs en petits jobs, qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas de statut de salarié avec tous les droits qui y sont attachés. Et cela me paraît aussi important. Finalement, bien que les économistes vous expliqueront que le salaire, c'est le résultat de la rencontre de deux courbes, de l'offre et de la demande sur le marché du travail, et que c'est ce point d'équilibre qui définit le salaire, vous savez, et moi je sais, qu'en réalité le salaire, c'est de la négociation, c'est des rapports de force. Tout dépend de l'intérêt que l'employeur a à vous employer, tout dépend des alternatives que vous avez, vous, quand vous allez lui rendre visite. C'est une question de rapport de force. Et quand le rapport de force n'est pas en faveur de celui ou celle qui n'a que de faibles diplômes, qui n'a pas de réseaux sociaux, qui n'a pas grand-chose à apporter que sa différence, eh bien, il est difficile d'obtenir un salaire décent. Enfin, quatrième explication, c'est que beaucoup de jobs utiles socialement, ce que l'OIT appelle les jobs essentiels, tels que identifiés par la crise de Covid-19, qui a été une sorte de révélateur de ce point de vue-là, beaucoup de ces jobs essentiels ont été, en fait, historiquement, des jobs féminins. Et les femmes, au début, quand elles sont rejointes en masse la vie professionnelle, après s'en être retirées au début du XXe siècle, pour celles qui en avaient les moyens, ont occupé des jobs avec des salaires d'appoint. On appelait ça le salaire d'appoint. C'était complémentaire du salaire du mari qui, lui, gagnait l'essentiel de l'argent du ménage. Et donc, les salaires associés au travail féminin étaient des salaires plus faibles. Ils le sont largement restés depuis. Ces jobs utiles socialement sont des jobs où il y a une certaine surreprésentation des femmes encore aujourd'hui. Enfin, je termine par une septième et dernière remarque, c'est que dans une société où la méritocratie l'emporte sur tout le reste, la décision n'est pas optimale. La décision est prise par un même ensemble de gens, formés par les mêmes professeurs dans les mêmes écoles, au départ des mêmes paradigmes, ce qui n'est pas particulièrement propice à des solutions imaginatives et ce qui ne permet pas nécessairement de se rapprocher de certains publics précarisés. Vous avez peut-être vu ce documentaire, HEC sans les codes, merveilleux documentaire. Vous avez vu Isabelle, Tom et d'autres qui sont des élèves, des étudiants de HEC qui, disent-ils dans leurs propres mots, vivent entre deux mondes, le monde d'origine avec le papa poissonnier, avec cette passion pour le foot, etc. Et puis ils sont plongés dans une école prestigieuse de commerce qui non seulement va valoriser le travail, mais va aussi valoriser des codes culturels, des manières de s'exprimer, des manières d'utiliser l'anglais et de se positionner par rapport à la société, qui sont des codes qui sont en fait inculqués par le milieu d'où l'on vient, très souvent, et qu'il est difficile d'acquérir comme ça sur le tas. Et c'est de cela que parle ce merveilleux documentaire. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces étudiants et étudiantes qui sont à HEC, l'école de commerce sans doute la plus prestigieuse de France, et qui viennent de milieux précarisés, qui font la fierté de leurs parents, de leur voisinage, de leur communauté, ce sont des étudiants et des étudiantes dont on doit valoriser l'apport. Pas leur demander de se fondre dans un moule, pas leur demander d'acquérir des codes, mais demander comment on peut apprendre d'eux et d'elles. Émile Servan-Schreiber, dans un livre intitulé « Super collectif », démontre comment la décision est meilleure quand elle est fondée sur la diversité, la pluralité des perspectives. Et il nous dit, alors c'est un spécialiste des marchés prédictifs, je vous passe ces détails techniques, mais il nous dit au fond, la bonne décision, aujourd'hui, dans un monde complexe et dynamique, qui change tout le temps, est une décision qui doit résulter de l'intelligence collective, qui fait de la diversité un atout et non pas un handicap,
qui se refuse à uniformiser les points de vue, mais qui au contraire valorise l'indépendance d'esprit. Et il nous dit qu'il y a 3 ingrédients. L'indépendance d'esprit dans l'équipe, il faut encourager les gens qui ont des points de vue divergents à s'exprimer, plutôt qu'à réprimer leur point de vue minoritaire. Il faut deuxièmement s'informer, non pas à partir des manuels d'économie politique, mais sur le terrain, à partir de l'expérience vécue des gens. Et pour travailler pas mal avec les gens en grande pauvreté, je peux vous dire que ce sont elles, ce sont eux, ce sont ces personnes-là qui m'ont appris tout ce que je sais sur la pauvreté. C'est un savoir qu'il faut non pas mépriser ou dévaloriser, mais au contraire valoriser. Et puis, 3e ingrédient, c'est cultiver la variété des points de vue, encourager cette diversité, voir celle-ci comme un atout. Et de là peut venir l'intelligence collective et notre capacité collectivement à résoudre les problèmes. Ce n'est pas, c'est l'inverse d'une approche technocratique descendante à partir d'une modélisation du monde. Je termine avec 3 conclusions. 1, la croissance ne fait pas le bonheur. Je crois profondément qu'elle nous rend aujourd'hui malades. Elle est une des causes du phénomène de burn-out qu'on voit partout dans la société, de phénomènes de dépression, d'anxiété, qui notamment touchent les plus performants parce qu'ils sont forcés d'être constamment en concurrence les uns avec les autres. Elle épuise les élites. Deuxièmement, la diversité des parcours et des perspectives doit être vue comme un atout, non pas comme un retard, une incapacité à s'approprier les codes ou une dissonance. Non, c'est quelque chose que nous devons, que vous devez cultiver, ne fût-ce que pour élargir votre imagination. Et troisièmement, et j'en reviens donc à Hartmut Rosa, la vie épanouie, la vie sereine, passe par un rapport au monde qui se refuse à voir celui-ci simplement comme une ressource à exploiter pour du profit. Et un rapport aux autres qui ne voit pas seulement les autres comme des atouts dans une carrière, des instruments au service de vos propres fins, mais des gens dont on peut apprendre, qui peuvent vous émouvoir et qui peut-être sont des gens dont on peut tomber amoureux. Je termine par une citation qui est un peu longue, mais qui, en fait, dit bien mieux que je ne saurais le faire ce que j'ai envie de vous faire passer comme message. C'est un message de Cornelius Castoriadis, magnifique philosophe d'origine grecque, naturalisé français, décédé en 1996. Il dit ceci, il écrit en 1975. « Compte tenu de la crise écologique, de l'extrême inégalité de la répartition des richesses entre pays riches et pays pauvres, de la quasi-impossibilité du système de continuer sa course présente, ce qui est requis est une nouvelle création imaginaire, d'une importance sans pareille dans le passé, une création qui mettrait au centre de la vie humaine d'autres significations que l'expansion de la production et de la consommation, qui poserait des objectifs de vie différents, pouvant être reconnus par les êtres humains comme valant la peine. Cela exigerait évidemment une réorganisation des institutions sociales, des rapports de travail, des rapports économiques, politiques, culturels. Or, cette orientation est extrêmement loin de ce que pensent et peut-être de ce que désirent les humains aujourd'hui. Telle est, nous dit-il, l'immense difficulté à laquelle nous avons à faire face. Nous devrions vouloir une société dans laquelle des valeurs économiques ont cessé d'être centrales ou uniques, où l'économie est remise à sa juste place, comme un simple moyen de la vie humaine et non comme fin ultime, une société dans laquelle donc on renonce à cette course folle vers une consommation toujours accrue. Je vous remercie.
Bonjour. Vous parlez de la méritocratie, des dangers de la méritocratie, mais est-ce qu'il y aurait une alternative ou des solutions que vous auriez proposées pour nous? Ouais. C'est une super question parce que je crois que la seule alternative véritable, c'est d'accepter une pluralité des manières de juger les parcours des gens et d'attribuer les places. La méritocratie a une place, il ne faudrait pas qu'elle prenne toute la place, parce que cela, c'est donner une prime trop importante à celles et ceux qui ont la chance de réussir dans un système méritocratique. Et donc, oui, je crois que le défi que vous nous lancez est vraiment celui qui aujourd'hui se présente à nous pour éviter que la méritocratie se retourne contre elle-même et finisse par finalement non seulement créer une réaction des populistes comme dans le roman de Michael Young, mais en outre épuise celles et ceux qui réussissent eux-mêmes. Je pense qu'une pluralité des voies à travers lesquelles réussir dans la vie économique, politique ou militante serait souhaitable. Par exemple, dans les entreprises, les grandes entreprises, on a maintenant des mesures, enfin depuis des années à vrai dire, d'action positive en faveur des femmes, et on a maintenant une directive européenne qui prescrit que les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse doivent comprendre au moins 40% de femmes, mais faisons la même chose pour des hommes ou des femmes issus de milieux populaires ou qui ont des expériences de vie tout à fait différentes, qui ne sont pas couronnés par des diplômes de haute école commerciale, par exemple. Et donc je crois qu'une pluralité des portes d'entrée permettant à chacun de faire valoir son parcours de vie comme un atout dans le déploiement de cette intelligence collective, c'est peut-être ça dont on a besoin. Bonjour. Moi, je me demandais si... Enfin, vous nous avez parlé d'un monde avec une contre-productivité de la croissance, et vous avez envisagé des manières de réduire la pauvreté sans la croissance. Est-ce que vous pourriez étayer ces manières, s'il vous plaît? En fait, c'est un projet qui part d'un rapport que j'ai remis aux Nations Unies il y a 1 an et qui maintenant débouche sur une grande alliance qui réunit des agences des Nations Unies, des ONG, des syndicats, des académiques pour réfléchir à la manière de lutter contre la pauvreté sans croissance. Et on essaye, à travers cette très grande alliance, d'influencer les objectifs de développement pour la période 2030-2045, qui vont succéder aux objectifs de développement durable. Le défi majeur, c'est de sortir de l'idée que la pauvreté doit passer par une approche en 3 phases. Création de richesse, croissance économique, taxation des entreprises et des ménages les plus riches, et puis redistribution par le financement des services publics et la protection sociale. C'est ça la recette classique de lutte contre la pauvreté. Et ça ne marche plus, en particulier parce que la croissance économique, que vous le vouliez ou non, on pourrait en débattre longuement, mais forcément augmente le métabolisme de l'économie, c'est-à-dire sa consommation d'énergie et de matière. La croissance verte est un mythe dans lequel, personnellement, je ne crois plus. Et donc, il faut d'autres manières de réduire la pauvreté que celle-là. Mais comment financer des mesures qui permettent de protéger les gens contre les risques de l'existence, de financer la protection sociale ou de financer des métiers qui doivent être mieux valorisés et mieux payés. Cela suppose une fiscalité qui ne repose pas sur les revenus ou sur les profits des entreprises, parce que sinon, on dépend de ce que les entreprises fassent du profit pour financer les services que l'État rend à la population. On dépend de ce que les ménages riches réussissent bien parce que c'est eux qu'on va taxer. Non, l'idée est de taxer ce qu'on appelle en anglais « the ills of the economy », hein, donc les maux de l'économie, par exemple toute l'industrie extractive, toute la consommation qui nuit à la santé, taxer le patrimoine des ménages les plus riches plutôt que les revenus des travailleurs ayant des revenus élevés. Et donc il y a toute une réflexion sur
les sources de financement permettant de financer la lutte contre la pauvreté sans dépendre de l'augmentation infinie du PIB. Voilà. Je donne simplement un exemple, c'est que sous la présidence du Brésil du G20, le gouvernement brésilien avait demandé à un économiste français, d'ailleurs, Gabriel Zucman, qui enseigne à Berkeley, un rapport sur la taxation des ultra-riches. Et un des chiffres que Zucman a mis sur la table, c'est que si on taxait les 3000 personnes qui sont milliardaires en dollars aujourd'hui, ça suffirait amplement à financer la protection sociale, le déficit de financement de la protection sociale pour 811 millions de personnes dans le monde, c'est la population de l'ensemble des pays à faible revenu. Pour dire les choses autrement, l'universalisation de la protection sociale pourrait être financée uniquement en imposant une taxe de 2 à 3% de leur patrimoine aux 3000 personnes les plus riches dans le monde. Donc il y a plein de possibilités, mais ça demande un peu d'imagination et surtout un peu de courage politique. Mais donc c'est une réflexion difficile, et elle est d'autant plus difficile qu'à l'échelle mondiale, il faut tenir compte du fait que beaucoup de pays ont encore besoin de croissance pour investir dans les infrastructures, dans les écoles, dans les hôpitaux, etc., quand ils n'ont pas déjà investi dans cela. Donc la cure d'amaigrissement que peut-être dans les pays riches on devrait faire doit aller de pair avec un développement, y compris par une croissance du PIB dans les pays pauvres, et donc il faut rompre cette dépendance des uns sur les autres. Mais voilà, ça c'est un peu les données de l'équation en termes très, très généraux. Et on travaille là-dessus, on espère déboucher sur une feuille de route, c'est ainsi qu'on appelle cela, au printemps 2026. Bonjour, je suis là. Je voulais revenir sur l'idée que les sociétés plus égales marchaient mieux face aux défis sociétaux. Quand on dit de sociétés plus égales, c'est des sociétés où l'État redistribue pour favoriser cette égalité, ou bien c'est des sociétés qui sont égales un peu spontanément. Et donc est-ce qu'il y a forcément un rôle de l'État dans cette réponse aux défis par l'égalité ? Oui. Donc l'égalité suppose que l'État, par une fiscalité progressive et par un financement de la protection sociale et des services publics, joue son rôle de redistributeur. Le problème dans lequel on est pris, et c'est le sens de la réponse que je faisais à votre collègue il y a un instant, c'est qu'un État qui dépend, pour financer les politiques de redistribution au nom de la lutte contre les inégalités, qui dépend de la croissance économique infinie, est en quelque sorte pris en otage par les acteurs économiques qui ont besoin de croître, d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'augmenter leurs profits, parce que l'État doit se reposer sur ces acteurs pour financer ses politiques. Et donc l'État est un peu pris en otage. Il veut à la fois redistribuer, mais il sait en même temps qu'il ne peut pas imposer trop de contraintes aux entreprises, il ne peut pas imposer une fiscalité trop lourde parce qu'il va faire fuir les investisseurs, etc. Et donc tout le défi pour ma petite équipe et moi, c'est comment faire pour que l'État continue à remplir sa fonction redistributrice sans en même temps être pris dans cette contradiction de devoir stimuler la croissance tout en redistribuant juste assez pour que les écarts de richesse ne deviennent pas trop importants. C'est une équation qui n'est pas facile. Je dirais simplement ceci, c'est que pendant un siècle pratiquement, la gauche et la droite s'opposaient sur deux questions. Comment créer la croissance ? Il y avait pour la gauche la recette keynésienne de stimulation par la demande et des plans d'investissement et l'augmentation des salaires, etc. Il y avait la recette à droite, qui était une recette de libéralisation des marchés, de stimulation de la concurrence, de réduction des déficits pour créer la confiance pour les investisseurs. Donc ils s'opposaient sur comment créer la croissance, ils s'opposaient droite et gauche sur la manière d'en redistribuer les fruits. Tous les débats des années 50 et 60, c'était le partage des fruits de la croissance, c'était le langage des organisations syndicales. Et moi, ce que je dis, c'est que la gauche et la droite ont ceci en commun, que l'une et l'autre misent sur la croissance. Et ce pari-là me paraît aujourd'hui trop risqué pour une planète aux frontières qu'on a déjà franchies, aux limites qu'on a déjà franchies. Et donc, d'où le défi, comment répondre à ce besoin de réduire les inégalités et la pauvreté sans croissance, comment sortir de cette opposition gauche-droite.
Bonjour. Pourquoi vous ne croyez plus à la croissance verte? Alors, les études dont on dispose montrent que certains pays, pendant certaines périodes, ont réussi à augmenter le PIB, c'est-à-dire à réussir à croître économiquement, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète. Et sans doute, c'est cela que vous avez à l'esprit. La Belgique, la France réussissent depuis quelques années. Mais ce sont les pays dont le volume des émissions de gaz à effet de serre par habitant sont les plus élevés qui réussissent cette reconversion. Et par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre, c'est une des 9 limites planétaires. La réduction de la biodiversité, la pollution, les pollutions diverses, la question des cycles de l'azote ou du phosphore, etc. On a toute une série de limites planétaires qui, elles, sont continuellement en train d'être franchies. Et on n'a pas d'exemple de pays qui, tout en maintenant une croissance économique normale, a réduit son empreinte environnementale si on tient compte de toutes ces limites. Voilà. C'est ça simplement que je dis. C'est que la croissance verte, si on imagine une croissance de la richesse qui n'augmente pas l'utilisation de matériaux ou d'énergie, ça ne s'est pas encore vu. Alors ça peut s'imaginer dans une certaine mesure, la dématérialisation de l'économie qui est favorisée par la digitalisation de l'économie ou la numérisation de l'économie pour parler en bon français. Mais même cela suppose l'accès à des terres rares. Même ces systèmes sont très énergivores. Pensez par exemple à l'impact sur la consommation d'énergie de l'intelligence artificielle. Donc oui, je n'y crois pas. Et je pense que la croissance verte, très à la mode aux Nations Unies, est une manière pour les économistes de dire on n'a pas besoin de réinventer la microéconomie sans croissance parce que les ingénieurs, les techniciens vont trouver les bonnes solutions. Et c'est une manière pour les politiques de se défausser sur leurs responsabilités. C'est ce qu'on appelle le techno-optimisme. Oui. Ok. Comment est-ce qu'on fait quand on sort d'HEC Paris, donc une école très méritocratique, qui forme 40% de personnes qui vont bosser en finance, 20% dans le conseil, soit avec 70 000 d'emprunts sur le dos à la sortie, pour pas finir dans ces métiers dont vous avez parlé avant, qui ont finalement un impact négatif dans la société, très bien valorisés, et finalement qui contribuent à cette croissance négative. Moi, je n'ai pas de conseil à vous donner. Je crois que ce que tous les sondages montrent, c'est qu'aujourd'hui, le salaire est encore un critère, surtout en France, un critère important de choix dans les parcours professionnels, mais ce n'est pas le seul, et c'est de moins en moins le plus important. Et les études, en tout cas à l'échelle européenne, montrent que les jeunes de votre génération sont en quête de sens et veulent faire des métiers qui ont du sens et dont ils peuvent être fiers. Voilà. Alors, je crois que votre diplôme est un atout majeur parce que vous avez, dans les cercles de dirigeants et de dirigeantes qui comptent, une grande crédibilité. Vous parlez leur langage, vous connaissez leur code, vous avez une porte d'entrée dans ces réseaux-là, et donc vous avez entre vos mains un instrument extraordinaire. À condition de ne pas perdre de vue l'objectif que vous vous fixez, c'est-à-dire de quitter le monde dans un état un peu meilleur que l'état dans lequel vous l'avez trouvé, grâce à votre action. Et si c'est ça votre cap, votre diplôme est un atout majeur parce que vous serez pris au sérieux par celles et ceux qu'il faut pouvoir rallier à votre cause ou enrôler à votre cause, si vous voulez. Voilà. Alors, je pourrais citer des exemples de gens qui sont en finance durable chez Deloitte, par exemple, ou qui ont réussi à changer la culture d'entreprise dans certaines multinationales et ont réussi à, dans ces cercles extrêmement, méritocratiques et sélectifs, à finalement amener de la diversité et des changements de perspective. Ce n'est pas la voie la plus facile, ça demande beaucoup de confiance en soi,
mais ça demande surtout à pouvoir créer des rapports avec ce monde-là qui voilà, suppose patience, diplomatie et tact. Mais je vous le souhaite en tout cas, c'est un magnifique défi que vous venez de nous lancer.